euh, 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 tant chacun dans le continent que ceux de la diaspora. Et donc, merci vraiment au président d'avoir vraiment suivi tout cela, ainsi que toute l'équipe d'organisation. Et je passe aussi par là pour dire merci à tous les chercheurs qui sont sur la plateforme. Déjà, ceux qui sont du domaine d'aquaculture. Bon, j'ai pu voir quelques-uns, le docteur Nana, le prof Zango, toujours du Cameroun, spécialisé en aquaculture, le docteur Dikoumé, le docteur Essomé, également, également ceux qui ne sont pas du domaine de l'aquaculture. Donc, voyons ici, c'est plus une présentation à titre informatique, donc informatif. Donc, l'idée, en même temps, c'est pour les autres de comprendre un peu ce que c'est que l'aquaculture dans le contexte de notre continent. Donc, voilà ma petite présentation, par mon petit mot par rapport à l'entrée. Donc, je suis à la base ingénieur halieutique, c'est-à-dire dans les sciences halieutiques, donc tout ce qui est en relation avec l'eau, tout ce qu'il faut cultiver comme plantes, élever comme les espèces animales, c'est dans le cadre de l'aquaculture. Donc, je suis ingénieur de conception à la base de l'Institut des sciences halieutiques au Cameroun. Et par la suite, j'ai eu un Master of Science là, du côté de l'agronomie, mais toujours dans une portion qui est en relation avec l'aquaculture, donc en biotechnologie et production animale. Et dans le même cadre, j'ai obtenu un PhD dans ce sens. Donc, durant mon cursus, j'ai beaucoup mis l'accent sur les espèces endémiques, beaucoup plus. Donc, en crévetticulture, par exemple, en pisciculture aussi avec les espèces qui sont, bon, tout à l'heure, on va un peu discuter de ce que c'est que les espèces endémiques. Donc, pardonnez-moi, donc, vous voyez là, le doctorat a été obtenu à l'université de Chang au Cameroun, donc au laboratoire du RISTIDA également, tel que vous voyez sur ma présentation. Donc, je suis membre de l'Association des chercheurs africains et c'est vraiment un honneur pour moi de faire cette présentation-ci. OK, merci. Donc, le thème de cette présentation, c'est l'analyse de la chaîne de valeur de la paloude endémique africaine Galatea paradoxa, exploitée en Afrique centrale et de l'Ouest. Et on va uniquement s'attarder sur le cas de la base Sanaga au Cameroun, que je connais bien. Donc, ici, il s'agit d'une étude basée sur une forme de revue rassemblée dans la revue bibliographique qui existe sur la chaîne de valeur de cette espèce Galatea paradoxa. Donc, c'est plus basé sur cette revue de la littérature. L'idée, c'est d'introduire les prochaines thématiques qui vont venir. Donc, à la fin, je vais présenter les prochaines thématiques que si par la suite c'est possible, toujours sur la plateforme des chercheurs africains, nous allons les aborder tour à tour le moment venu. OK. Donc, voici en quelque sorte le petit plan qui est là. Nous aurons une introduction, quelques généralités pour que ceux qui ne connaissent pas les thèmes techniques, les petits mots-clés, qu'on revient là-dessus. Quand on dit Bassanaga, ça traite de quoi en fait? Et puis, nous allons entrer directement dans le sujet, les caractéristiques donc, des acteurs de la chaîne de valeur des paloutes. Puis, on va voir un peu sur le système de commercialisation de cette ressource, comment est-ce que les prix se forment et évoluent. Et puis, on va voir à peu près quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités même de cette filière dans notre pays, au Cameroun, à la base. Et à la fin, on aura une petite conclusion et puis les perspectives, comme je l'ai tantôt annoncé. Merci. Donc, l'introduction, vous voyez là, voilà un peu à quoi ressemblent ces mollusques bivalves. Là, c'est sur une paillasse prélevée dans la basse Sanaga. Donc, ça, c'est sur la paillasse de Ursida à l'université de Chang. Donc, voyons ici que sur le plan mondial, vous connaissez les objectifs de développement durable donc mentionnés par l'ONU
Et parmi ces objectifs de développement durable qui sont planétaires, qui gouvernent cette période de notre ère au XXIe siècle, il figure la protection et la valorisation de la biodiversité. Donc, c'est dans cette optique, c'est dans cet objectif-ci que s'inscrit à peu près l'aquaculture dans son sens général. Donc, il faut voir que pour atteindre cet objectif particulier qui est la valorisation, la protection et la valorisation de la biodiversité, il est bon d'orienter la recherche sur les espèces endémiques. Donc, c'est vraiment valorisé présentement. Et donc, il faut voir que dans notre continent, en Afrique, il y a de nombreuses ressources halieutiques qui sont endémiques. On va voir, par exemple, les amphibiens. Par exemple, la grenouille Goliath, roi Goliath. On va voir les reptiles. Donc, par exemple, le crocodile nain du Nil. On va voir les poissons Clarias giensis, l'Abeobabus qu'on peut retrouver dans les eaux au Cameroun. Et on ne va pas manquer d'avoir les mollusques bivalves, donc 2 valves, des êtres vivants qui ont 2 valves et qui vivent dans l'eau. Donc, parmi lesquels nous aurons le genre Galathea, qui particulièrement est endémique à la côte atlantique est du continent africain. On va voir cette répartition juste après. Donc, le long de la côte atlantique est du continent africain, on a plusieurs rivières dans lesquelles on les trouve spécifiquement. On a par exemple dans les rivières Ito et Cross au Nigeria, on a dans la rivière Volta au Ghana, on a dans la basse Sanaga et dans l'Onkam, la rivière Nkam au Cameroun, donc dans 2 fleuves. Donc, il faut voir que cette ressource regorge d'un intérêt tant à l'échelle internationale que continentale et même nationale au Cameroun. Par exemple, sur le plan international, l'élevage des mollusques bivalves regorge un avantage non négligeable de ce que le coût d'alimentation et le coût d'investissement sont relativement moyens. Parce qu'il faut voir que dans l'élevage, le coût de l'aliment représente à peu près 50 à 70% du coût de production. Et l'avantage donc de la vénériculture, qui est l'élevage des paloudes, donc des mollusques bivalves paloudes, c'est que le coût d'alimentation, c'est gratuit. C'est gratuit, donc c'est un grand avantage. C'est pourquoi en France, c'est pourquoi au Maroc, c'est pourquoi dans plusieurs pays qui ont une façade atlantique, c'est un élevage qui est plutôt rentable. Donc, il faut voir aussi sur le plan nutritionnel qu'au niveau de l'apport en protéines, là, cette ressource, ce mollusque bivalve, sa chair regorge une quantité non négligeable de protéines, donc 43,01% à peu près, riche en acides gras insaturés, oméga 3, oméga 6, les minéraux et plusieurs vitamines également. On va aussi voir que dans le domaine de la production animale, sa coquille est valorisée. Par exemple, lorsqu'on veut formuler les aliments pour poules, les aliments pour porcs, bref, dans le domaine de la provendeurie, en fait. Et également dans le domaine de la cosmétique, donc pour faire des sortes de gommages, pour tout ce qui est en matière calcaire, son apport est important. Par exemple, la fabrication des plaques à sable, la chaux vive pour la peinture ou même utilisée pour désinfecter, par exemple, les milieux d'élevage. La fabrication des pavés, le ciment, bref, c'est une ressource exploitée au travers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale également. Donc, il faut voir que cette ressource, avec toutes ces multiples utilités, se retrouve au Cameroun comme en surexploitation. C'est ce qui est soupçonné d'ailleurs, parce qu'il faut voir que la Cameroun Wildlife Conservation Society peut évaluer et dire qu'entre 2005 et 2008, il y a environ 130 tonnes baissées donc, dans le stock exploité. Donc, également, s'ajoutant à la surexploitation, il y a la construction des barrages. Par exemple, au Cameroun, on a le Lompanga qui menace cette ressource. Également, on peut voir les changements climatiques qui ne sont pas des moindres. Puis même la pollution chimique des industries, telles qu'à l'UQAM, par exemple, en amont dans le bassin. Et également, la sécheresse, tous ces enjeux, tous ces éléments menacent pousse à ce qu'on
puisse arriver possiblement à l'extinction. Donc, c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Donc, c'est pourquoi donc, cette ressource, ça vaut la peine de s'attarder sur cette présentation pour au moins faire l'état des lieux de l'exploitation. Qui exploite les différents maillons de la chaîne de valeur, comment ça va où, et également au niveau des prix, ça fluctue comment. Et enfin, tout ceci va nous permettre de voir l'enjeu et d'envisager donc les perspectives. Parce que voyez-vous ici, on ne s'intéresse pas à une ressource s'il n'y a pas des intérêts, s'il n'y a pas une certaine importance. Donc, cette conférence, cette thématique, l'objectif, c'est de voir jusqu'où cette ressource, elle est importante. OK, donc voilà pour l'introduction. Donc, comme annoncé précédemment, nous avons annoncé les généralités. Donc, lorsqu'on traite de la chaîne des valeurs, selon GIS, c'est une séquence donc, de toutes les étapes de production et de commercialisation d'un produit. Ici, notre produit, c'est la paloute. Donc, depuis la production primaire jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'au consommateur final. Donc, ceci en passant par les procédés de transformation, la distribution et même la vente au détail. Donc, c'est aussi une chaîne, un ensemble d'activités dans laquelle les produits passent par toutes les activités successives de la chaîne et gagnent en valeur à chacune de ces activités. Donc, on va également voir ça de manière résumée. Donc, voilà. Donc, également, il faut voir que, comme la paloute, on a dit c'est un mollusque bivalve qui est comestible, qui est aquatique, donc qui se retrouve dans les eaux, dans de la classe des lamellibranches, si on doit revenir dans la classification. Également, cette espèce, cet individu, cette ressource est munie de deux épaisses coquilles équivalentes, bombées et striées. Donc, là, quand vous voyez sur la valve fermée, vous voyez les stries sont juste là, les stries sont juste là. Voilà donc cette coquille qui est ovale, qui est bombée. Et juste à côté, vous voyez la valve ouverte. Ouverte, vous voyez la chair qui est là, cette partie charnue, et là, ouverte ou recouverte par ces deux valves. Donc, cette ressource s'enfuit dans le sable. OK. Donc, juste à côté, vous verrez la distribution géographique de la paloute Galatea en Afrique. Donc, lorsque je vous parlais plus haut de la façade atlantique est de l'Afrique, voici cette façade. Donc, l'espèce Galatea paradoxa, vous voyez là au rouge les différents pays qui sont concernés. Donc, quelqu'un peut être assisté à cette présentation et se rendre compte que son pays est concerné, majoritairement le Ghana, le Nigeria. Et donc, le Cameroun aussi. À côté de Galatea paradoxa, il y a d'autres espèces, Galatea bernardi, Congica ou Chouabi. Chouabi qui est une espèce plutôt qu'on a trouvée pour la première fois uniquement au Cameroun. OK. Donc, également, parlant de la base Sanaga, vous allez pardonner avec l'image touffue, cette diapo. Donc, la base Sanaga est logée dans le littoral au Cameroun. Donc, on va voir là dans le littoral au Cameroun, également dans le département de la Sanaga maritime et dans l'arrondissement de Mouanko, comme vous voyez là. Donc, la zone de pêche, c'est vraiment la zone estuarienne. Donc, dans cette zone, il y a plusieurs villages qui constituent également les zones de débarquement, également tous ces différents villages, Boulunga, Pombo, Kota, bref, et il y a plusieurs petits îlots. Donc, c'est dans ce secteur que l'exploitation se fait et en même temps, le début de la chaîne a lieu ici. Donc, de manière résumée, le tableau 1 va nous présenter les caractéristiques géographiques de l'arrondissement de Mouanko. Donc, au niveau du type de sol, au niveau de type alluviaux, au niveau des rives, voyons également au niveau de l'altitude, vous voyez, c'est assez proche de la mer parce qu'on peut quitter de 0 mètre à 50 mètres. Donc, c'est vraiment proche de la mer. Les coordonnées géographiques également sont données ci-contre. Le climat également est donné là. Il faut s'intéresser à la faune aquatique
En dehors des poissons mâchoirons, sols, bas, bossus, il y a les paloudes également, les crocodiles comme reptiles et la tortue marine également. Comme mammifère aquatique, il y a également le lamantin, c'est une espèce protégée à l'heure actuelle. Et donc, les principales activités qui sont menées dans l'arrondissement à but économique, il y a la pêche, il y a l'agriculture, il y a la chasse, il y a la cueillette. Donc, voilà un petit résumé de ce que c'est que la Bas-Sanaga. Donc, c'est logé dans le littoral au Cameroun, dans la partie estuarienne. Donc, il faut voir toujours dans la Bas-Sanaga concernant les activités de l'exploitation des paloudes. Là, vous voyez, c'est un des engins de pêche utilisé, la nasse, utilisée par les pêcheurs pour ramasser les paloudes parfois à des profondeurs qui vont même jusqu'à plus de 8 mètres. Donc là, vous voyez cette scène ici qui a été filmée, c'est les pêcheurs qui rentrent d'un débarquement, qui rentrent de la pêche à plusieurs kilomètres, plus près de 3 kilomètres à peu près. Et juste là, les paloudes sont transférées dans des demi-fûts tels que ceux-ci est placé à ébullition. L'idée, c'est de séparer, comme ici vous voyez, la coquille avec la chair. Et donc, lorsque la coquille est séparée d'avec la chair est mise comme à fumer, soit vendue frais ou fumée, et la coquille peut être calcinée ou bien vendue toute fraîche. Donc, voilà à peu près les activités qui vont se dérouler dans cette zone du Cameroun. Et donc, concernant les caractéristiques des acteurs de la filière paloude, on a 4 catégories d'acteurs. Donc, il faut voir qu'en 2012, avec les études de Kenya dans cette zone, il y avait à peu près 580 acteurs. Et en 2016, avec les études de Essomé, nous sommes passés à plus de 725 acteurs. Donc, il y a croissance, la ressource, elle est demandée. Et donc, il y a 4 catégories d'acteurs, comme je le disais. La première catégorie, la catégorie primaire, qu'on va dire, c'est des pêcheurs. Vous voyez là, cette scène telle qu'on l'a commentée tout à l'heure. Vous voyez cette maman, cette dame qui utilise cette nasse. Elle plonge, elle ramasse, elle collecte ces mollusques bivalves, ces palouses, et elle remonte dans la barque, elle remonte dans la pirogue, et ainsi de suite. Elle va faire des tours. Donc, voici les pêcheurs. Donc, quand ils rentrent, ils vont commercialiser leurs produits, tels que vous voyez là sur la figure d'en haut. Et donc, après la catégorie des pêcheurs, il y a la catégorie des transformateurs. Vous voyez, là, ça, c'est la chair fumée. La chair fumée. Et là, vous avez la coquille qui est en train d'être calcinée, qui subit le processus de calcination. Donc, ça, c'est dans la catégorie transformateur. Après la catégorie transformateur, il y a les commerçants. Les commerçants peuvent directement collecter, extraire la chair fraîche et directement aller sur le marché. On va voir les stratégies de prix, comment est-ce que les prix sont élaborés. Et également, il y a la dernière catégorie qui est la 4e. Donc, les restauratrices. Donc, il n'y a que les femmes dans cette catégorie. Là, c'est les boulettes qui sont en train d'être faites de manière artisanale pour commercialiser sur le marché local. Là, c'est à Malimba. Également, vous voyez là une brochette d'huîtres. OK. Donc, voilà à peu près les différents acteurs, si on peut résumer ainsi en 4 catégories. Et il faut voir aussi qu'il y a les intermédiaires, ceux qui permettent de faciliter le flux de pêcheurs à transformateurs. Il y a des personnes qui interviennent. De transformateurs à commerçants, il y a des intermédiaires qui interviennent. Donc, il y a des intermédiaires à différents niveaux. Mais nous nous concentrons là sur les acteurs, bien qu'ils ne soient pas négligeables. OK. Donc, concernant donc les caractéristiques socio-démographiques de ces différents acteurs, là, à la figure 4, vous avez la répartition des pêcheurs en fonction du sexe, des tranches d'âge et du statut matrimonial. Remarquez bien, au niveau de ces pêcheurs, les hommes sont majoritaires, donc 95,5%. Donc, les femmes pêchent parce qu'à la base, c'est culturel.
la pêche était destinée aux femmes. Mais comme la valeur économique s'est accrue au fil des années, alors les hommes ont récupéré, ont mené la barque. C'est pourquoi on a jusqu'à 95,5, donc près de 96% des pêcheurs, ce sont les hommes. Et donc, la tranche d'âge majoritaire, c'est entre 40 et 45 ans. Donc, vous comprenez que quelqu'un peut avoir travaillé en ville, retourne au village et durant sa retraite, se retrouve dans l'activité aussi. Et donc, la plupart sont des personnes mariées. Donc, lorsqu'on dit mariées, vivant en concubinage ou légalement mariées. Donc, c'est pourquoi vous voyez 68,2. Et donc, juste à côté, vous avez la figure 5 qui présente la répartition des types de transformateurs en fonction du sexe et des tranches d'âge. Et là, vous voyez qu'au niveau des coquilleurs, ceux qui travaillent sur la coquille, là, on a la tranche d'âge dominante, c'est 35 à 40. Il faut voir ici qu'il faut de la force pour travailler là dans l'âge de la vigueur. Et les jeunes ont aussi parfois un peu plus à faire, en ville par exemple. Donc, c'est pourquoi c'est cette tranche d'âge qui est beaucoup plus en vue. Et donc, au niveau des fumeurs, remarquez bien qu'au niveau des coquilleurs, il n'y a pas d'hommes. Mais au niveau des fumeurs, il y a tant les hommes que les femmes. Là, en noir, ce sont les femmes. Et à mesure qu'on avance avec la tranche d'âge, ce sont les femmes. Et la tranche d'âge max, c'est 50 à 55 ans. Donc, disons de 40 à 54 ans, les femmes sont majoritaires dans la FUMU, dans la transformation. OK. Donc, toujours comme suite des caractéristiques démographiques, le tableau 2 montre la répartition des grossistes en fonction du groupe ethnique, du sexe et des tranches d'âge. Donc, quand on dit grossiste, ça veut dire qu'on a éliminé ceux qui font au détail. Donc, concernant les grossistes, ceux qui prennent en grande quantité, il y a une quantité qui quitte depuis Bafoussam, ça c'est les Provendiers, par exemple, qui vont prendre des grandes quantités de coquilles. Donc, comme toujours, grossistes, il y a les Bakoko, c'est des côtiers habitués à l'eau. Les Bassa également sont des côtiers, mais pas toujours habitués à l'eau. Mais les Bakoko sont dominants dans l'exploitation. Et donc, il faut voir qu'au niveau des sexes, ce sont les femmes qui dominent en termes de grossistes, surtout dans la transformation. Donc, elles sont là à près de 95,8%. Donc, les tranches d'âge vraiment dominantes au niveau des grossistes, c'est à plus de 55 ans. Il faut voir ici que grossiste veut dire quelqu'un qui a le capital, quelqu'un qui a ses moyens. Donc, c'est pourquoi c'est possible de voir ça dans cette tranche d'âge-ci. OK. Là, on va aborder le système de commercialisation des paloudes. Donc, la figure 6 présente premièrement le circuit de commercialisation de la chair fraîche qui va prendre à peu près 3 directions. Donc, depuis les pêcheurs, donc le pêcheur, vous avez là les quantités moyennes par pêcheur en même temps ou bien par élément du maillon. OK. Donc, par individu en fait. Donc, par pêcheur, lorsqu'un pêcheur extrait, pêche, ramasse, collectionne, débarque et il peut directement commercialiser aux restauratrices, ça va s'achever à Mouanko, à Edea et à Douala. Donc, c'est les villes du littoral, de la zone du littoral. C'est des villes à peu près proches. Donc, ça va prendre la plus faible partie de ce que les pêcheurs vont débarquer, 4,2%. Puis, il y a la majeure partie qui va chez les grossistes. Et ces grossistes viennent sur Mouanko directement chercher. Et on a une troisième catégorie qui va aller chez les transformateurs, retrouver directement à moins que 33%. Et donc, toujours, cela va prendre des différents circuits, donc passant par les détaillants, les commerçants détaillants, pour la chair fumée, par exemple, arriver jusqu'au Nigeria, et même pour celles qui font dans la restauration, arriver dans d'autres villes telles que Douala et Deya, même la chair fraîche. Et donc, tous ces circuits vont être drainés jusqu'à arriver au consommateur final, donc à un individu lambda tel que nous.
Donc, en jaune, vous avez là le flux de la chair fumée et en noir, vous avez plutôt le flux de la chair fraîche. Donc, voilà à peu près, d'après les informations qui sont disponibles là pour le moment. Donc, par la suite, la figure 7 va présenter le circuit de commercialisation de la coquille des paloudes de Mouanko. Donc, vous voyez, les restauratrices, donc, lorsqu'elles achètent, elles extraient la chair et elles possèdent la coquille. Donc, elles interviennent également pour vendre la coquille. Également, on a les transformateurs de la chair qui vont également intervenir, toujours à Mouanko. Par la suite, les grossistes interviennent également pour, une fois acheter les coquilles en masse, peuvent se mettre à faire injecter cela dans le circuit. Donc, tous ces 4 maillons vont se retrouver en train de livrer chez les transformateurs de coquilles. Donc, ça se passe une grande partie à Mouanko et une autre partie à Douala. Donc, une fois que ça se retrouve chez ces transformateurs de coquilles, le commerçant donc de la coquille brûlée va intervenir. Donc, ça passe de main à main, achat en achat. Et puis, lorsque la coquille est transformée, c'est-à-dire calcinée, il y a 59% qui vont aller dans une société qu'on appelle la SPC, dans la Société des Provenderies du Cameroun, dont la base est à Bafoussam. C'est pourquoi plus haut, vous avez écouté Bafoussam, qui est une ville de l'ouest de la région ouest du Cameroun. Donc, et juste 40% vont aller dans les provenderies qui vont détailler Bafoussam, Douala, Yaoundé, Limbé. Donc, c'est possible de les retrouver dans ces villes-là. Même majoritairement, c'est la SPC qui va récupérer ces coquilles calcinées. Et donc, à la fin, ça se retrouve chez les éleveurs de poules, les éleveurs de porcs, bref, chez plusieurs éleveurs qui sont donc les consommateurs finaux de la coquille. Donc, pour ce qui est de la formation et de l'évolution des prix, il y a une base. Il faut comprendre déjà qu'il y a comme des sortes de mesurettes par produit. Et ces mesurettes donc par produit, on peut les quantifier, on peut essayer de les estimer de manière scientifique afin de continuer avec nos évaluations. Donc, au niveau de la paloude entière, lorsque le pêcheur a la paloude, alors la brouette peut être commercialisée dans peut contenir à peu près 1700 individus, tandis que le poids d'une brouette, c'est à peu près 42 kg. Et donc, en 2016, le prix allait entre 1000 et 6000 francs la brouette. Et c'est un prix qui va osciller en fonction des saisons. Donc, lorsqu'on est en début de saison, le prix est moindre. Et lorsqu'on s'approche vers la fin de saison, parce que les eaux montent, alors le prix devient vraiment élevé. Et donc, il faut voir qu'en 2012, lorsque Kenya menait ses études, la brouette allait au maximum 3 000. Donc, il y a un 3 000 francs CFA de plus qui s'est ajouté en l'espace de ces 4 années. Donc, ça va augmentant parce que la ressource se fait de plus en plus rare. Donc, il faut voir que la chair fraîche, elle se vend en assiette. Le nombre d'individus par assiette, c'est environ de 68. Et puis, le poids moyen, c'est rarement dans les demi-kilogrammes. Et donc, le prix unitaire va virer entre 200, 300 jusqu'à présent. Pour ce qui est de quitter de la paloude entière et atterrir à la chair fraîche, il y a une valeur qui s'ajoute de près de 398 francs par kilogramme. Donc, il y a une valeur qui s'ajoute. Lorsqu'on a transformé, lorsqu'on est quitté de la paloude entière à la chair fraîche, le travail qui s'est effectué, la valeur du prix qui s'ajoute sur le produit à ce moment, à peu près, va rôder autour de ce montant. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la chair fumée, donc de la chair fraîche à la chair fumée, on vend en tine à peu près 10 litres. Donc, le poids avoisine
dans les 5,5 kg. Et la tine va également évoluer comme la paloude entière en fonction de la saison. Donc, de 2500 francs CFA à 6500 francs. Et donc, il faut voir que pour quitter de la paloude entière à la chair fumée, le coût, la valeur ajoutée de la transformation sur le kilogramme de produit, c'est 557 francs CFA. Vous voyez, il y a une différence nette avec la valeur qui s'ajoute sur le produit frais, sur la chair fraîche. Donc, c'est dit qu'il y a du bois qu'on a injecté, il y a plus de temps, il y a ci, il y a ça, il y a parfois des employés qui vont être mis en jeu. Donc, si on arrive au niveau des coquilles, les coquilles fraîches, elles se vendent en sac. Donc, un sac, c'est à peu près 3 brouettes de coquilles, donc uniquement de coquilles. Et ces 3 sacs, c'est à peu près 5000 individus. Ça peut représenter 5000 individus. Et donc, le poids moyen avoisine à peu près dans les 100 kg. Et donc, le prix en 2016 oscillait de 7 000 à 8 000 francs le kilogramme. Alors qu'en 2012, avec les études de Kenya, le prix était stagnant autour de 3 000 francs le kilogramme. Donc, ça montre que cette ressource est en vue. Cette ressource est abondamment recherchée sur l'étendue du territoire national et même chez les revendeuses qui vont au Nigeria pour la chair fumée, par exemple. Il faut voir que la coquille calcinée, elle se vend également en sac, pareil comme la coquille fraîche. Et là, le nombre d'individus augmente un peu, 5200 comparativement à 5100. Et donc, le poids, c'est dans les 119 kg, le sac. Et donc, le sac se vend à 10 000 francs l'unité en 2016. Il faut voir que la valeur qui s'ajoute lorsqu'on a calciné le produit, la coquille, est à peu près de 23 francs par kilogramme. Donc, toujours dans l'évolution des prix, on va voir la valeur ajoutée nette et l'excédent net d'exploitation des produits frais. Donc, il faut voir ici, le tableau va présenter en fonction des acteurs la valeur ajoutée nette en millions de francs CFA et l'excédent net d'exploitation. Là, c'est en 2016. Il faut voir qu'au niveau des détaillants, il y a quelque chose qui bouge quand même légèrement, donc à peu près plus d'1 million de francs CFA. Ça, très souvent, c'est par pêcheur. Donc, ça va légèrement osciller. Et au niveau des pêcheurs transformateurs, tel que vous le voyez, donc plus il y a plusieurs, comme on a tantôt dit, les intermédiaires. Donc, il y a les pêcheurs, il y a les grossistes, il y a ceux qui font plusieurs choses à la fois. C'est pourquoi nous avons pêcheurs et transformateurs de chair, transformateurs de coquilles, grossistes de coquilles, détaillants, et enfin les restauratrices. Donc, au niveau des grossistes de coquilles, la valeur ajoutée nette va vraiment bouger en termes de millions de francs CFA. Maintenant, comparé à 2012, où par pêcheuse, le chiffre d'affaires moyen était à peu près d'1 million plus et pour un investissement de 162 000 francs CFA. Donc, quelque chose comme un bénéfice, comme un excédent net, c'est à peu près dans les 900 000 et poussières, contrairement à là où nous sommes à peu près dans les 1 million passés. Donc, voilà. OK. Voilà. Là, petit souci, cette diapo, je ne sais pas. OK, donc je vais revenir. OK. Donc, avec tout ce qu'on vient de se dire, également, plusieurs études ont été menées afin de voir, d'évaluer à peu près les forces, les menaces, les faiblesses, les opportunités de la filière paloute dans la basse Sanaga au Cameroun. Donc, plusieurs chercheurs, depuis 2005, jusqu'en 2021,
Donc, on a là comme les facteurs internes qui peuvent, ou du moins ce qui donne à ce qu'on puisse ressortir beaucoup de faiblesses et plusieurs forces également. On a la non-maîtrise de la biologie de la paloude débarquée. C'est des informations qu'on ne connaît pas. Donc, lorsque les pêcheurs, lorsque les populations sont interrogées, ça fuse vraiment de partout avec les informations qui ressortent. Il y a également la faible capacité de conservation, de transformation des produits, parce que plusieurs produits se dégradent, tels que la chair, elle se dégrade très facilement, étant donné que ça a demi-bouilli également. Mais il y a des forces, par ailleurs, dans ces facteurs internes au maillon. Il y a l'ancienneté dans l'activité. Il y a des personnes qui sont là, ça fait plus de 10 ans, par exemple. Il y a une excellente qualité du produit débarqué. C'est vraiment frais. Il y a une forte scolarisation des acteurs. Donc, beaucoup s'expriment bien. Ça fait que c'est un avantage de ce que si on fait venir de nouvelles technologies, si on fait venir des systèmes de formation et tout, ça peut rapidement passer. Si on veut revoir encore des textes et tout, ayant cette forte scolarisation, ça peut vraiment passer. Maintenant, par rapport aux facteurs externes à la filière, il faut voir qu'il y a un faible encadrement des institutions publiques et privées. Bien que il y a quelques petites stratégies qui sont mises en œuvre, ça fait un petit moment, quelques textes pour régulariser déjà. Donc, l'enclavement des sites d'approvisionnement, l'état des routes, surtout les tracasseries policières. Donc, à différents moments, il y a des barrières où des taxes sont prélevées et tout, et tout, et tout. Mais il y a des opportunités que ces facteurs externes peuvent également apporter. Par exemple, il y a la potentialité de développer la vénériculture. Beaucoup de chercheurs s'y mettent déjà. Il y a également que la filière est dominée par les autochtones. Là, c'est vraiment à encadrer. Ça fait même comme partie, comme des textes, une réglementation qui s'est érigée sur place, sur le terrain. Il y a également une forte demande locale et régionale. Donc, il est difficile, par exemple, du côté de la région ouest ou de la région nord, extrême nord ou nord-ouest, de retrouver ces ressources provenant de Mouanko. Ça veut dire que ça finit à peu près dans les villes littorales. Donc, la demande, elle est là. Donc, si la vénériculture, elle est démarrée, alors quelque chose va se passer. Donc, pour se résumer un peu sur ce que nous venons d'aborder par rapport à la chaîne de valeur, il faut voir qu'il y a 4 catégories d'acteurs. On a vu les pêcheurs, les transformateurs, les commerçants et les restauratrices. On a vu que le prix du produit transformé augmente avec l'évolution de la chaîne. On a vu que le circuit de la coquille crée plus de richesse que celui de la chair. C'est la coquille qui est même plus demandée. Donc, la production moyenne par pêcheur par an tourne à peu près autour de 22,2 tonnes. Il faut voir également que la ressource est consommée à l'échelle nationale. Mouanko, Edea, Douala, et puis les villes secondaires telles que Bafoussam, Yaoundé, Limbe et autres. Également consommées à l'échelle internationale, on a le Nigeria, notre pays, nos voisins, nos frères voisins. Il faut voir également que la totalité de la coquille est transformée et 56% de la chair est fumée. Donc, la filière paloude va apporter environ 2,35 milliards de francs CFA par an lorsqu'on a essayé d'extrapoler pour voir à peu près s'il fallait encadrer cette exploitation. Et donc, vous voyez, parvenu au thème là, il faut comprendre que cette ressource, elle est majeure, elle n'est pas à négliger. Alors, il faut éventuellement envisager des mesures pour mieux comprendre cette ressource afin de la pérenniser. Parce qu'il est clair que sur le plan économique, c'est rentable. Sur le plan économique, c'est d'un intérêt qu'on ne peut pas nier. Sur le plan social, ça participe également à l'équilibre de cette population, des populations riveraines qui vivent là du côté de Mouanko et plusieurs autres familles dans d'autres villes bénéficient des différents circuits qu'offre l'exploitation de cette ressource. C'est pourquoi il est important donc d'envisager d'autres thématiques
qui seront, si possible, développées sur cette plateforme. Première thématique, par exemple, les menaces et le devenir de Galatea Paradoxa dans la base Sanaga. Il est important de comprendre jusqu'où c'est menacé de manière concrète. Qu'est-ce qui menace, jusqu'où on pourra arriver. C'est une thématique qui pourrait être préparée et présentée ici même. Également, la caractérisation bioécologique de Galatea Paradoxa dans la base Sanaga. Ceci en vue de la valorisation de son potentiel aquacole. Il y a déjà quelques petites études, quelques petites recherches, des travaux de PhD, par exemple, qui ont été menés dans ce sens. Et donc, on pourra faire un récapitulatif et mieux saisir la bioécologie de cette ressource. Et enfin, donc, il est bon qu'on débouche sur une étude de faisabilité d'un programme d'élevage des palous dans la basse Sanaga au Cameroun. Ceci permettrait d'éviter que le stock naturel soit épuisé et d'avoir une alternative viable qu'est l'aquaculture. Alors, tous les chercheurs qui sont dans le domaine de l'aquaculture et qui s'intéresseraient à de telles ressources, aux ressources endémiques, sont vraiment appelés à se plier sur la chose et question qu'il y ait des informations avant qu'on ne retranscrive à des organismes, à des institutions habilitées pour rendre cela vraiment réaliste. Donc, sur ce, merci de votre aimable attention. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté l'économie de tout ce qui est déjà connu là comme travaux sur la chaîne de valeur des paloudes à Mouanko. Sur ce, merci. Je repasse la parole à Monsieur Alphonse.